Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, c'est un gros changement pour le podcast, et oui, car on a choisi de changer de format tout simplement, hein. Cette fois-ci, on ne vous embêtera pas avec des épisodes un peu longs. Ces derniers temps, c'était 1h30, 1h45. Bon, voilà, ça faisait un peu trop. Donc, on s'est dit qu'on va scinder tout simplement les épisodes en deux parties. Une première partie qui sortira comme d'habitude le mardi. On vous présentera les matchs passés, hein, du week-end dernier, avec tout ce qui va avec justement. Et puis une deuxième partie qui sortira dans vos oreilles le jeudi. Le jeudi, on vous présentera les matchs du week-end à venir. Voilà. On va démarrer tout de suite au niveau des petites brèves de la semaine, comme d'habitude. Il n'y en a pas réellement. Les seuls c'est qu'il y a pas mal de cas de Covid à droite, à gauche, comme vous pouvez vous en douter, qui font que voilà, ça ralentit certains programmes et puis surtout, ça met certains programmes un peu en danger, notamment au niveau des titulaires qui sont touchés, hein. On va donner un exemple tout à l'heure, mais tout d'abord, on va démarrer par présenter celui qu'on a choisi comme étant le Game of the Week, le match de la semaine. Et le match de la semaine, c'est une conférence qui vient de démarrer ce week-end, c'est la Big Ten. Ça fait plaisir de retrouver la Big Ten. Et on se retrouve de suite avec Penn State qui se déplaçait du côté d'Indiana, les Nittany Lions qui sont, enfin, on va dire, ouais, top 3 Big Ten habituellement. Penn State s'est incliné sur le score de 35-36 face à Indiana. Alors, Indiana ont bien dominé, hein, toute une partie du match jusqu'à ce que Penn State les rattrape et passe devant. Finalement, Penn State se retrouve à un field goal de la victoire à la dernière seconde du match. Vous en doutez, bienvenue dans le college football. Le field goal est raté, ça part en prolongation, et prolongation sur un touchdown qu'on a mis en vidéo, hein, sur le Twitter de The Trick Play et même sur le Facebook, sur un touchdown assez sujet à controverse, hein. Indiana s'est imposé donc sur le fil 36-35. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Et justement, Penn State, ils n'ont pas été convaincants, on est d'accord? Bah, en fait, quand on lit les stats et quand on voit le match, heu, Penn State a été meilleur qu'Indiana. C'est-à-dire qu'avant le la prolongation, Penn State avait gagné, plus de 450 yards, sur l'ensemble du match contre moins de 200 à Indiana. Alors il y a énormément d'erreurs, hein, de pertes de balles, de fumbles, enfin de field goal loupés. Voilà, ça a été un match catastrophique en termes de scoring pour Penn State, mais tout le reste a fonctionné à peu près correctement. Sauf que, ben, au bout d'un moment, ben, c'est du sport, hein, il faut marquer des points quand il le faut le faire. Et ben, ils l'ont pas fait, et quand il fallait pas marquer de points, ils ont marqué des points, puisque je pense que ce match, il est fou à plusieurs niveaux, et notamment dans son histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu as dit, longtemps, Indiana a mené au score avant que Penn State, remonte le tableau de bord et passe devant à quelques encablures de la fin du match, et jusqu'à ce que Devin Ford décide marque un touchdown alors que, il ne fallait pas qu'il le marque, et simplement qu'il fasse tourner le chrono pour que Penn State garde la balle et que Indiana puisse plus remonter le terrain pour marquer. En fait, peut-être pour ceux qui ont regardé la NFL, hier soir, c'était le cas du match, Detroit, Atlanta. Et donc là, juste avant le college football, il s'est passé grosso modo la même chose avec un joueur de Penn State qui est laissé, en fait, Indiana a laissé le joueur marquer, et au lieu de faire de take a knee, au niveau de la ligne des 1 yard, ce pauvre Devin Ford a décidé de marquer, et ça a entraîné la chute de Penn State, Nittany Lions. Mais c'est vrai que ce match est complètement bizarre à tous les niveaux, quoi. Ouais, ça a été sacrément spécial, hein, Juste Elio, ouais. juste le play, comme tu dis, un peu controversé, c'est pas la transfo à 2 points? Si, c'est ça là. Ou le Q? Ouais, non, mais c'est pas le T, c'est la Ouais. transfo, ça je veux dire. Ah oui, oui, non, oui, 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 pardonnez-moi. Oui, oui, c'est la transformation à 2 points qui fait suite à un touchdown pour qu'Indiana passe à 1 point devant Penn State, qui avait marqué aussi un touchdown durant cette prolongation. Donc après, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que Penn State marque un touchdown durant la prolongation. Indiana derrière doivent absolument en marquer un pour égaliser, et s'ils égalisent, Penn State peut rejouer derrière. C'est grosso modo ça, les règles de l'overtime en college football. Et Indiana décide de tenter le 2 points. Voilà, c'est grosse balls sur la table, et c'est passé, ça a marché. Après, encore une fois, vous verrez, vous jugerez selon les images. Moi, Penn State qui perd, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que si j'avais été quand même un fan des Lions,
J'aurais peut-être pas apprécié d'ailleurs. Pour vous, vous pensez qu'il y a touchdown ou pas réellement sur cette course, sur cette transformation à 2 points? Moi, je suis très très étonné qu'ils aient validé après la vision. Pour moi, c'était assez clair que la balle sortait avant qu'il touche le pylône. Mais je pense que ce qui est Mais décisif dans un cas comme ça, en fait, c'est qu'ils annoncent la conversion réussie et que c'est très difficile de l'overturn. Mais s'ils avaient annoncé dehors, ils l'auraient pas annoncé. Enfin, ouais, ils auraient pas tourné la décision. Ils auraient pas changé la décision après la caméra. Enfin, après les replays. Donc, à mon avis, le call des arbitres sur le terrain conditionne en fait finalement la fin du match, quoi. mais c'est surtout que pour moi, en fait, euh, la plupart des gens qui disent que la conversion n'est pas validée, pour moi, c'est une erreur de compréhension de la règle, dans le sens où on s'en fout qu'il touche il touche le pylône avant, parce que pour moi la transformation est valable, dans le sens où, comment ça s'appelle, le ballon traverse le plan de la end zone avant de toucher le pylône, et donc avant qu'il sorte. Donc à partir de ce moment-là, qui touche ou qui touche pas, le pylône en étant dehors ou pas dehors, ça importe plus du tout. C'est Non, mais le premier fait, c'est est-ce que la balle, est-ce que la balle crosse le plan de la end zone. C'est ce qui pour moi est le cas. Qui ensuite, il met la main, je crois que c'est la main qui met dehors, et la balle touche le pylône. Donc en fait, que la balle touche le pylône ou non, ça importe pas du tout sur la décision. pour moi, le ballon, il sort du terrain. Avant même d'aller au pylône ou de passer la ligne, enfin, sa main est vraiment à gauche et le ballon sort du terrain. Enfin, au niveau de la ligne, elle sort du terrain, quoi, en gros. Pour moi, et après, il arrive au pylône. Mais Il y a pour moi, même en pas à fait, discuter. Quand j'ai vu ça, ah, je fais, mais si, pour moi, il y a discuté parce ça que peut pas être bon. pour moi, avant qu'il y ait la moindre partie du corps, je crois que c'est le quarterback, qui touche la ligne de touche, quand il se détend pour mettre le ballon le plus loin possible pour aller chercher la end zone, la balle crosse la ligne, touche le pylône, et juste en dessous le pylône, il y a sa main qui touche dehors. À partir du moment où comment ça s'appelle, où il touche où la balle crosse le plan de la ligne, même un millième de millimètre de la ligne, c'est TD. Et après, peut-être que Robin pourra nous en parler plus longtemps, ou peut-être que ça sera ça son flag de la semaine plus tard. Mais pour moi, c'est tout à fait valable. Mais après, je suis d'accord avec Baptiste dans le sens où ce qui est annoncé sur le terrain conditionne le call final, dans le sens où, comme on le sait, pour overturn un call, il faut une preuve irréfutable. Là, vu les angles de caméra, jamais de la France tu trouveras une preuve irréfutable, donc le TD est validé. Enfin, la transfo est validée, je veux dire. Et pour ajouter de l'eau à ton moulin, Guigui, le fait que les fans de Penn State n'ont pas crié au scandale, ça veut dire qu'il y a, je pense, quand même un fond de vérité voilà, dans la décision des arbitres. Mais moi, personnellement, je l'aurais mauvaise, quoi. Mais bon, après, c'est peut-être que je maîtrise mal la règle et c'est peut-être pour ça, quoi. Moi, je dis ça, mais si c'était contre Florida, j'aurais crié au scandale, ça c'est clair et net, hein, on va pas se mentir. Mais, C'est ça. mais Ce que Guillaume dit, c'est très valable dans le sens où il suffit qu'un milieu enfin, qui traverse le plan de la end zone et pour avoir TD. Après, ça se joue à image par image dans le sens où pour savoir si la balle enfin, si la main est déjà à terre, parce que enfin, le point de Valentin, en fait, ça joue image par image et je vais faire une réponse de Normand dans le sens où la règle est là et la règle dit, pour moi, la règle dit touchdown. Quand on regarde le livre des règles, pour moi, ça dit touchdown. Sauf que ça se joue à pas grand-chose et ça aurait pu, que ça aille dans un sens ou dans l'autre, il y aurait eu des discussions, quoi qu'il arrive. c'est Et là. et qu'au final, tout l'arbitrage fait partie ça fait partie d'un match et dans ce sens-là, enfin, c'est carrément du jugement. Et là, en l'occurrence, c'est Indiana qui a été récompensé par ce jugement-là. Mais après, c'est vrai que ça joue à une image près. Enfin, si on prend l'action C'est la image frame. par image, c'est ça.
ça joue à quelques images près, et dans le sens où Guillaume a raison. Ce que Guillaume dit aussi, c'est vrai qu'il faut une preuve avec la vidéo, il faut une preuve irréfutable de la validation ou non du touchdown, dans le sens où l'appel sur le terrain, le call on the field, c'était touchdown. Du coup, il faut une preuve irréfutable pour refuser le touchdown et pas pour l'accorder dans ce cas-là. Et si le call sur le terrain, c'était en premier pas touchdown, ça aurait été beaucoup plus dur de l'accorder que de le changer. Juste Rob, pour que les gens comprennent, quand un arbitre dit le call on the field stands, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de preuve irréfutable, mais on peut pas changer parce qu'il n'y a pas eu de preuve. Et call on the field is confirmed, ça veut dire qu'il y a une preuve irréfutable, on sait qu'on est sûr de nous, donc le call est confirmé. C'est la petite nuance que peut-être des fois vous entendez, vous ne comprenez pas pourquoi une fois c'est stands, une fois c'est confirmed. La différence, elle est là. Et dans les deux cas, il est validé. Le seul moment où c'est pas validé, c'est quand on entend overturned. Donc là, il dit que c'est pas validé. Mais en l'occurrence, c'était là, c'est vraiment un jugement pur et dur de la part des arbitres. Il n'y a pas de bonne ou de. Ils ont suivi les règles, et dans les règles, on nous donne la possibilité de juger une action qui peut être dans les deux côtés. On a le droit de juger, en fait. Et c'est pour ça que là, ça n'aurait pas été choquant qu'ils ne marquent pas touchdown, enfin qu'ils ne mettent pas la conversion de points. Ça n'aurait pas été choquant qu'ils la gardent, qu'ils mettent la conversion. Donc voilà, je pense qu'on peut clore le débat dans le sens où c'est les arbitres qui ont jugé, et ce n'est pas une erreur d'arbitrage, c'est un jugement. Et très sincèrement, pour finir là-dessus, Indiana n'ont pas non plus volé leur victoire. Clairement pas. Enfin, ils ont posé de gros problèmes à Penn State durant le match. Penn State méritait quand même la victoire, mais c'est pas volé non plus. Enfin, Penn State se tire une balle dans le pied. Au bout d'un moment, tu peux pas faire des erreurs comme ça et espérer gagner un match de college football, c'est clair, quoi. Allez, petite. Ils ont réussi à capitaliser sur les erreurs de Penn State. Et de toute façon, c'est comme ça que tu gagnes des matchs accrochés, quoi. Et petite stat sympa, c'est la première fois depuis 1987 que Indiana a une équipe rankée dans le top 10 de la PayPal. Donc même moi, je n'étais pas né la dernière fois que c'est arrivé. Alors vous vous rendez compte de l'exploit, quoi. Oula. Allez, 50 ans, ça, vous avez manqué, on va vous avez manqué. Après ce Game of the Week, on va passer à la présentation des matchs des équipes top 25. Voilà, tous les matchs qui sont passés comportant au moins une équipe du top 25. Et on continue avec de la Big Ten. Wisconsin, c'était le premier gros match de la semaine parce que c'était dans la nuit c'était le vendredi aux États-Unis, dans la nuit du vendredi au samedi chez nous. Wisconsin, les Badgers qui recevaient Illinois, les Fighting Illini. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wisconsin, c'est une des plus grosses équipes de Big Ten. Il y a Ohio State devant, et derrière, c'est Wisconsin Penn State, grosso modo. Grosse victoire, 45-7 de Wisconsin, avec notamment leur quarterback freshman, un true freshman, Graham Mertz. 5 touchdowns, 0 interception, 248 yards, mais surtout 21 tentatives de passe, une seule ratée. Voilà, Graham Mertz. Je vous ai dit true freshman, c'est n'importe quoi, c'est un sophomore, je vous dis des bêtises, qui était derrière Jack Cohn l'année dernière, et Graham Mertz, donc, qui ne devait pas être titulaire normalement en ce début de saison. Jack Cohn s'est gravement blessé pour toute la saison. Voilà, Mertz, on a profité pour récupérer le starting job. Finalement, Mertz ne participera plus aux entraînements, plus aux matchs pendant au moins 21 jours, car il a été déclaré positif au Covid-19. Les amis, grosse perte du coup pour Wisconsin, qui peut être déterminante pour les prochaines semaines. Ouais, ça lui évitera de faire une comment il s'appelait là, l'autre à Mississippi State, à faire un gros match et derrière se faire détruire. Costello, voilà. Et peut-être qu'il va. Tu veux dire le 7e passer choix de la draft chez les Lions? C'est ce que j'allais dire. Peut-être du coup il va rentrer dans les mock drafts de 2022 et pourquoi pas 7e aussi, évidemment toujours. En tout cas, voilà. Et puis, dernière chose à noter sur ce match, quand même, très gros match. 7 réceptions, 74 yards et 3 touchdowns du tight end Jake Ferguson du côté de Wisconsin. Jake Ferguson qui est considéré comme un des meilleurs tight ends pour la prochaine draft. Alors, pas en haut du classement, mais dans le top 5, au moins, je dirais. Voilà. On va voir. Peut-être que ça va augmenter avec le temps et les matchs. Oui, Baptiste?
Oui, tout simplement pour dire que ça confirme que Wisconsin, c'est quand même l'équipe à battre en Big Ten West. Et que voilà, que on pensait que Minnesota pouvait peut-être aller les chatouiller cette année, mais je pense que ça va quand même être compliqué. Comme d'hab, hein, les recettes n'ont pas trop changé. Hein. C'est une grosse défense et une grosse O-line, et puis on va se retaper un Ohio State, Wisconsin en finale du Big Ten, quoi, comme d'hab. Wouhou. Deuxième match, on passe à l'ACC, Syracuse qui se déplaçait du côté de Clemson. Syracuse vraiment sur une très mauvaise saison, hein. Mais finalement, ça aurait été peut-être un des adversaires qui ont plus tenu Clemson, un peu, qui ont plus fait galérer Clemson, j'ai envie de dire. Et puis les Tigers, hein, du coup de Clemson, qui sont imposés sur le score 47-21, avec Trevor Lawrence, 2 touchdowns, une interception, 289 yards. 27 passes complétées sur 43 tentatives. Donc Lawrence, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi pas mal jouer, mais jouer à ce niveau-là, on va dire. Travis Etienne à la course, c'est 3 touchdowns, tranquillement, comme d'habitude. Les amis, est-ce que ce match, bon, alors on se doutait pas d'un upset, mais au moins, est-ce que ce match, il vaut quand même le détour, il vaut le coup sur le fait que Clemson ont été un peu tenus à certains moments, hein, franchement, qu'on se le dise. Alors, ils ont été tenus, oui. Ils ont montré que. Tenus, mis en difficulté. Voilà, mis en difficulté, en tout cas en première mi-temps. Mais moi, je pense qu'en fait, ils ont surtout montré que Clemson, même si c'est une super équipe, attention, hein, ça n'enlève rien à ce qu'ils ont. Mais je pense que ça va peut-être donner des idées à certaines équipes pour se dire, peut-être d'arrêter d'avoir cette espèce de complexe d'infériorité en partant perdant, peut-être quelque part, et se dire, bah, ils sont pas imbougeables. On peut les faire douter. Si Syracuse arrive à le faire alors qu'ils étaient à 1-4 à ce moment-là, peut-être que des équipes un peu plus hautes, je sais pas, au pif, hein, North Carolina, si ça joue un peu mieux que ce qu'on a vu ces dernières semaines, à Notre-Dame évidemment, peut-être que ça peut donner des idées à certains. Là où je trouve un peu dommage, Syracuse était carrément dans le match. À un bout d'un moment, il y avait 27-21. Et Syracuse décide de punter alors qu'ils ont un quatrième et inches à faire et décide de punter. Enfin, c'est vraiment très dommage que. Enfin, ils ont une saison, ils étaient à 1-4, une saison comme ça. Il faut tenter des gros coups pour gagner ce genre de match. Et malheureusement, l'Orange a été un peu, a joué petit bras et c'est pas comme ça qu'on gagne. On parlait d'Indiana tout à l'heure. Indiana a eu les couilles, j'ai envie de dire, de tenter la conversion à 2 points au moment où il fallait. Ils l'ont fait, c'est réussi, tant mieux pour eux. Et je regrette que Syracuse n'ait pas joué vraiment son va-tout. Alors après, ils explosent en fin de match, mais sait-on jamais, quoi. Ils peuvent basculer à 28-21 et puis on sait jamais, quoi. C'est ça aussi, hein. C'est prendre toutes les opportunités, essayer de les transformer. Malheureusement, ça a été presque le cas toute la partie, mais pas forcément au moment où il fallait pour la bande à Babers. Et j'aimerais juste rajouter un mot avant que ça, enfin, de passer à autre chose. Peut-être si Valentin veut rajouter quelque chose après. Mais j'ai pas trouvé forcément Clemson. Enfin, c'est vrai que Clemson n'a pas été aussi bon que partout, mais je pense que c'est plutôt un excès de confiance. Ils ont roulé sur Miami alors que Miami s'était classé. Là, je pense qu'ils ont eu un petit excès de confiance. Il y a un pick six de Trevor Lawrence qui est c'est juste sur une passe mal lancée qui remet Syracuse dans le match. En fait, je pense que c'est des petites erreurs qui n'arrivent pas quand tu es, mieux concentré. Par exemple, contre une grosse équipe où tu vas pas jouer à la légère. Donc, oui, Syracuse a inquiété Clemson. Est-ce que Clemson sera inquiété pour les prochains matchs? Pas vraiment. Tout va jouer en playoff. Très bien, très bien. On passe désormais à un match de sec. Alabama qui se déplaçait du côté de Tennessee. Encore une fois, un match où on connaissait l'issue avant même le coup d'envoi. Victoire 48-17 d'Alabama avec Mac Jones, 387 yards. Par contre, pas de touchdown, pas d'interception, car Najee Harris, le running back star, a mis 3 touchdowns à la course. Et puis aussi, ce qu'il fallait noter du côté d'Alabama, c'était que Jalen Waddle s'est blessé pour la saison, je crois, d'ailleurs, lui qui doit être normalement la grosse star de la prochaine draft, le receveur. Et John Mechie, le sophomore, qui a été encore auteur d'une très très grosse prestation avec 151 yards pour cette réception. Au niveau des joueurs bons en défense et qui vont être là à la draft aussi au premier tour, Dylan Moses, c'est quand même 6 tackles, dont un tackle for loss. Et Patrick Surtain, 3 passes deflection, le cornerback,
qui est un lock top 2 cornerback de la prochaine draft. Pas grand-chose à redire sur ce match. Moi, perso, je l'ai regardé un petit peu d'un œil. C'était du Alabama-Tennessee. Guarantano qui était quand même titulaire du côté de Tennessee et qui a même mis 2 touchdowns. Alabama, favori de la SEC, ça ne bouge pas. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de... Non, ouais, Baptiste. Si, Baptiste, tu veux parler de Bama. Non, je veux parler de Tennessee surtout parce que c'est qu'on a vendu un peu beau et puis qui finalement rentre dans le rang terriblement. Et elle a une autre petite stat, parce que ça va être ma soirée stat, vous allez voir, vous allez bien aimer. C'est le 35e défaite consécutive contre un opposant du top 10 à la PayPal. C'est incroyable pour une équipe comme Tennessee. Et c'est les 10 dernières défaites, c'est par un écart moyen de à peu près 32 points. Voilà. On avait parlé la semaine dernière, on ne comprenait pas comment Tennessee pouvait être aussi mauvais avec autant de joueurs de stars au niveau recrue. Et voilà, les stats ne montent pas, c'est quand même assez terrible pour cette excellente fac, théoriquement. Et voilà, est-ce que Jeremy Pruitt est le bon homme pour relancer le programme? J'en sais rien, et je pense qu'il commence à sentir son siège un peu chauffé. Mais entre Bud Jones et Pruitt, est-ce que, moi j'ai envie de vraiment demander, est-ce que c'est pas un problème de culture plus profond à Tennessee? Là, je sais pas là, si c'est un problème de culture niveau espèce de syndrome du petit frère, ou je saurais pas comment l'expliquer. Mais ouais, comme tu dis, la stat, une moyenne de 32 points sur l'équipe du top 10. En vrai de vrai, la dernière fois qu'ils ont été vraiment relevant, c'était quoi? C'était l'époque de Peyton Manning. C'est ça, c'est le milieu des années 90, quoi. Ça commence à faire loin. Ça commence à faire loin. Donc bon, je pense qu'il y a un vrai problème plus. Enfin, c'est pas mental que je veux dire, parce que c'est pas ça. Ça reste des sportifs de haut niveau, même à ce niveau-là. Mais il y a un truc qui ne s'explique pas en fait avec Tennessee. Je trouve ça assez bizarre et j'arrive pas bien à comprendre. C'est le syndrome des UT avec Texas. C'est un peu pareil. On se demande finalement d'où vient le mal, quoi. C'est le syndrome de Weyerback, mais pas trop en fait. Jusque sur ton lit de mort, ça te lâchera pas, cette phrase, Guy. Notre-Dame, on repasse en ACC. Attends, à noter que Oui. Guarantano n'a pas fait d'interception cette semaine, et ça c'est la petite victoire de Tennessee. Peu de passes complétées aussi. Le pourcentage passe, ratio. Mais tu vois, toi, tu vois toujours le verre à moitié vide. Non, mais quand tu mets un touchdown juste devant. Mais attends, mais là je l'ai vu à moitié plein. J'ai dit. Non, mais pas toi, je parle d'Elio. Ah, ok, parce que là ouais, il a pas lancé tant de ballons que ça. Ah ouais, non, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vois cette partie du verre. Voilà, vous comprendrez. Tout que tu dirais pas ça de Spencer Rattler, Robin. Absolument jamais. Ça, tiens, vous comprendrez aussi. Notre-Dame en ACC qui se déplaçait du côté de Pittsburgh. Pittsburgh, eh bien, se sont fait écraser 45-3. Alors ce soir, notre ami Gus Augustin de Notre-Dame n'est malheureusement pas présent. On lui fait des gros bisous chaleureux à notre Gus. Mais il m'a laissé un petit mot, voilà, donc je vais le lire. Déjà, je vous donne juste les stats de Ian Book, parce que Ian Book, le quarterback de Notre-Dame, on en parle depuis un moment, et comme quoi il est loin des attentes qu'on avait placées en lui. 3 touchdowns, 0 interception, 312 yards, mais 16 passes complétées pour 30, donc voilà, un pourcentage assez limite. Augustin m'a dit « Si Notre-Dame faisait le job en ce début de saison, je n'étais pas pour autant serein. La faute à un Ian Book méconnaissable et des matchs où les imprécisions étaient légion. » Ce match contre Pitt vient peut-être marquer un tournant dans notre saison puisque l'équipe a montré un tout autre visage que lors des 4 premiers matchs. À commencer par Ian Book, qui s'est enfin débloqué, a osé lancer plus de ballons. Il finit avec 3 touchdowns et 321 yards. Il a distillé de bonnes passes à nos receveurs face à l'impossibilité de joueurs à la course. Face à cette D-line de Pitt monstrueuse, c'est vrai que Pittsburgh, Robin nous en parle souvent, c'est une très grosse D-line. Notre-Dame qui a couru pour 115 yards. Donc leur ligne les a quand même détruits pour Augustin. Pittsburgh enregistre que 2 sacs, mais nous fout des tackles for loss. Désolé, j'ai le message en même temps. Book nous a mis sur les rails directement pour qu'on mène 28-3 à la mi-temps. Bisous aux Falcons. Autre grosse satisfaction, la défense. On a intercepté 3 fois le QB Joey Yellen, ne laissant ainsi jamais la possibilité aux Panthers d'être une seule fois dangereux. Donc, très gros match de Notre-Dame qui conforte une de ses places de leader, qui conforte surtout
sa place de plus gros challenger pour Clemson, avec 5 victoires et 0 défaite pour les Fighting Irish. Et puis Pittsburgh qui prend vraiment son premier gros revers de la saison, c'est-à-dire sa première claque, je dirais, au niveau du score. Le match suivant, c'est Nebraska qui se déplaçait du côté d'Ohio. Oui. Oui. Là, il y a du monde là pour Pitts. Là, il y a du monde. Ouais. Robin, déjà. Vas-y, je laisse parler de Pitts. J'aurais juste un truc à dire sur Notre-Dame après. Moi, je vais parler de Pitt parce que c'est un peu ma deuxième équipe cette année, puisque je l'ai présenté. Je suis un peu tombé amoureux de cette défense quand j'ai fait mes recherches pour le podcast de preview. C'est très dur, Pitt. La défense, encore une fois, en fait, c'est pas, elle prend 45 points, mais c'est pas révélateur en fait du talent de leur défense. C'est juste que quand Joey Yellen, le quarterback remplaçant, il lance 3 interceptions, c'est très dur. C'est très dur d'avoir des bonnes positions sur le terrain pour défendre, etc. Et en fait, Pittsburgh, c'est un peu la descente aux enfers depuis que leur QB titulaire, Kenny Pickett, s'est blessé. Et on voit très bien que le QB remplaçant, Joey Yellen, il marche pas. Cette semaine, il fait 101 yards. Donc, 101 yards, déjà, c'est pas beaucoup. Il fait 10 sur 27, 3 interceptions avec un QB rating de 20,8. Honnêtement, Guillaume, on le met en NCA, il fait. Et non, enfin voilà, c'est le gros problème de Pitt, c'est que leur attaque, elle produit rien du tout, et donc la défense, elle doit cavaler. Et je pense que si l'attaque avait été de meilleure qualité, le Pitt aurait pris moins cher. Et moi, je voulais juste dire un petit mot sur un joueur de Notre-Dame en particulier qui pour moi était le meilleur receveur de cette équipe sur ce match, qui est aussi pour moi le 3e meilleur tight end de college football. C'est Michael Mayers, qui est un freshman et qui, dès l'année prochaine, sera le meilleur tight end de college football à mon avis. Si vous pouvez le voir, si vous pouvez le regarder ou voir des bouts de match ou n'importe quoi de ce joueur. Michael Mayer. J'ai tendance à mettre des S partout, ils me le disent à chaque fois. Michael Mayer. Donc franchement, si vous avez l'occasion de le voir jouer ou de voir des vidéos de lui, ça vaut le détour et c'est super sympa. Dans la lignée de Colkmet, le tight end de Notre-Dame, parti du côté des Bears lors de cette dernière draft. On retourne en Big Ten. Nebraska qui se déplaçait du côté d'Ohio State, encore une fois. Alors, Nebraska, quand même, c'est une équipe qui, faut le dire, ils arrivent toujours à commit quand même des gros joueurs, mais qui viennent de petits États. Voilà, il n'y a pas beaucoup de grosses équipes lycéennes, mais ils arrivent toujours à faire un recrutement assez particulier, mais sympa. Et quand même, grosse victoire d'Ohio State, on s'en doutait tous, 52-17, avec un Justin Fields en feu, car Justin Fields a été auteur de 3 touchdowns, 1 à la course et 2 à la passe, mais surtout, lui aussi, comme Graham Mertz, n'a raté qu'une seule passe, 20 complétions sur 21 tentatives et 276 yards. Il faut aussi souligner le travail remarquable des receveurs d'Ohio State, Garrett Wilson, qui est un sophomore. Wilson, 7 réceptions pour 129 yards, un touchdown, qui était en 5 étoiles, Wilson à l'époque, et Chris Olave, qui sera dans la liste des bons receveurs de cette prochaine draft. C'est 6 réceptions pour 104 yards. Voilà. Ça s'est bien passé pour Ohio State. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non, c'était un beau match pour commencer la journée. Enfin, moi, j'ai bien aimé suivre ça. Enfin, comme Justin Fields, absolument incroyable. Il est d'une précision. Enfin, c'est vraiment un super joueur à avoir joué. Alors, je sais que Trevor Lawrence va partir avec le first pick, mais c'est vrai que ce joueur est quand même vraiment hyper soyeux, voilà, c'est plaisir de le voir jouer. Et puis les Chris Olave et Wilson à la réception aussi, c'est des joueurs formidables. Je parlais rapidement de Nebraska qui, voilà, ça va être encore une année galère, je pense, pour les Cornhuskers. Martinez, pas l'air de progresser plus que ça. Enfin, je sais pas ce que Scott Frost veut faire avec lui. Il fait jouer beaucoup Luke McCaffrey, le petit frère d'eux, un peu à la Taysom Hill, du côté des Saints et Leo pour se faire plaisir.
je sais pas, il a une position assez bizarre, c'est assez marrant. Je vous conseille de peut-être regarder un peu le match en condensé. Il court, il réceptionne, il joue quarterback. Enfin, voilà, c'est un peu hybride, c'était assez marrant. Mais je sais pas, je pense que Frost a essayé des trucs ce match-là en sachant pertinemment qu'ils avaient peu de chance de le gagner. Donc voilà, donc à suivre sur l'évolution du poste de QB chez Nebraska. Mais voilà, ça sent encore une année un peu galère parce que l'Ouest, je pense, de la Big Ten sera peut-être beaucoup plus dense qu'on l'aurait pensé. Exact, pour le coup. Et ouais, juste rajouter vite fait, Elio, que un peu à l'instar de Syracuse avec Clemson, Nebraska, ils ont quand même réussi à tenir un peu le match plus longtemps que moi je pensais en tout cas. C'est-à-dire à la mi-temps, il y avait entre guillemets seulement 10 points d'écart, il y avait 24-20. 24-14, Donc voilà, c'est ça. 24-14, pardon. Toi, faut que tu refasses tes classes élémentaires. Hein. Ouais, j'ai des petits problèmes de maths. Mon bac S, il est loin maintenant, donc laissez-moi tranquille. Mais ouais, donc ils ont réussi à. Le match est moins parti en sucette tôt que ce que j'aurais pu penser. Alors, est-ce que c'est Ohio State qui a mis un peu de temps à se mettre dedans pour leur premier match? C'est possible. Est-ce que Nebraska a réussi à tenir un peu à Ohio State sur le début du match? C'est possible aussi. Après, voilà. Je pense que c'est quand même important de le noter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'était complètement le cas et c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Nebraska voulait commencer fort aussi. Hein. C'est important de montrer qu'ils sont pas là pour non plus être le tapis d'Ohio State et du coup, ouais, ça a donné cette Comptez première les mi-temps. lentilles. Désormais, on passe en Big 12. Et la Big 12, bien, ce match, je vais te laisser te présenter, Baptiste, parce que c'était Iowa State qui se déplaçait chez vous, les Cowboys d'Oklahoma State. Et ouais, une belle victoire. Alors le match est un peu, alors victoire 27-24, 24-21, pardon, excusez-moi, je me confonds. Alors le match était un peu plus, victoire est un peu plus nette que le score semble l'indiquer, c'est-à-dire que Ohio State marque en toute fin de match. Donc voilà, il y avait eu 10 points d'écart très longtemps, hein, donc ça a été plus simple que ce que montre le score. Voilà, victoire convaincante avec, attention, une grosse défense. Voilà, c'est le point fort cette année hein, des Cowboys, on le savait hein, que ça allait être le très gros point fort et ça s'est confirmé. Probablement la meilleure défense de la Big 12 et probablement la meilleure défense des équipes qui s'appellent Cowboys et qui pratiquent le football américain aussi. Donc voilà, une victoire de plus. C'était gratuit ça. Hein. Un petit tacle à la gorge quand même, parce que bon, hier c'était quand même honteux. Hein. Donc voilà, on est très rapidement, on a eu le retour de Spencer Sanders au poste de quarterback. Ça a été compliqué, c'est-à-dire qu'il fait un TD, 2 interceptions, mais en fait, comme il a un profil de coureur aussi, finalement, ça ouvre des brèches un peu pour les courses, ça ouvre, voilà, il fait plus d'erreurs que Ningworth, qui est pourtant tout freshman, mais en fait, ça débloque tellement de choses en attaque que je pense que on est obligé de le faire jouer lui parce qu'il a un peu plus d'expérience et que les défenses il est un peu moins unidimensionnel, donc forcément les défenses c'est un petit peu plus compliqué. Après du côté d'Iowa State, que je parle un peu des Cyclones, Brice Hall sera un match de malade. Pour faire simple, il s'est quasiment 200 yards, il fait 2 grandes courses, enfin, c'est un superbe joueur. Enfin, probablement peut-être running back 1 ou 2 en 2022 pour la draft. Enfin, je veux dire, c'est un super joueur. Collard est toujours aussi impressionnant au poste de tight end. Enfin, c'est super bien coaché. Moi, j'aime beaucoup Matt Campbell avec ce qu'il fait. Il fait beaucoup avec peu. Charlie Collard, j'adore. Ouais, Charlie Collard, ouais, c'est vraiment un joueur que j'aime bien. Et puis pareil, c'est un joueur que je suis depuis ces années high school parce qu'en fait, c'était le petit frère de Charlie Collard qui était QB chez nous. Et en fait, on a essayé de le recruter, mais finalement, il est resté chez Iowa State. Bah, tant mieux pour lui. Tant pis pour nous. Donc voilà, une victoire, on passe que à 4-0, 3-0 dans la Big 12. Donc voilà, on est un peu comme Obi-Wan Kenobi, on est le dernier espoir, le seul espoir de la résistance. Hein, donc voilà. Et il y aura Texas qui arrive le week-end prochain, mais on en rediscutera un petit peu plus tard. Mais voilà, très content, 4-0. On est toujours là, on lâche pas, il y a toujours numéro 6, donc voilà, on est là. C'est vrai, bien joué, OK State, parce qu'à Iowa State, fallait le faire quand même. Hein.
Retour en ACC, North Carolina State, qui se déplaçait du côté de North Carolina. C'était le derby de la Caroline du Nord, comme vous l'avez compris. Et Robin, notre ami Roubinou, l'a vu ce match. Comment ça s'est passé? Comment a joué Samuel, le quarterback de North Carolina? Qu'est-ce que tu as pensé du match? Ça finit avec 48-21. D'ailleurs, gros shout-out à Paco, allez le suivre sur Twitter, qui a fait le live tweet, mieux que personne. Paco, PACO et plus loin NYJ pour les New York. Ouais, c'est malheureusement pour lui, bisous à lui. Ouais, malheureusement. et non, en soi, c'était un match lambda. On pensait que ça allait être beaucoup plus serré entre North Carolina et NC State. Sauf que il n'y a pas eu réellement de match. Samuel qui finit à 252 yards pour un TD, mais ça a bien couru par exemple avec Williams qui finit avec 160 yards, 3 TD. Et à noter le petit fun fact avec l'interception de Don Chapman qui est dans la end zone. C'était touchdown pour North Carolina State, enfin pour NC State. C'était touchdown et le receveur il est tout seul. Il jongle avec la balle et là le défenseur de North Carolina a le temps de revenir et fait l'interception. Donc voilà, c'est un match il y a eu le vent a tourné du bon côté de North Carolina, de UNC. Donc voilà, victoire de UNC 48-21. Ça aurait pu faire plus serré, mais toutes les actions sont allées du bon côté de North Carolina. Voilà, un match pour se rassurer après Florida State. C'est bien pour UNC. Très bien, merci Robin. On va rester du côté de l'ACC avec Virginia Tech, les Hokies qui se déplaçaient du côté de Wake Forest. Et c'est une victoire un peu surprenante, 23-16 de Wake Forest, qui sont sur leur deuxième victoire de suite. Donc voilà, félicitations à eux. Et encore un gros match de leur defensive end, Carlos Basham, qui a été auteur d'un sac et 9 tacles, dont un tackle for loss. Voilà, Basham qui est à surveiller pour la prochaine draft. Mettez-le dans vos petits papiers. On se retrouve du côté de la Big 12. La Big 12, eh bien, c'est Kansas State qui continue leur très bonne saison, avec encore une grosse victoire, cette fois-ci dans l'autre derby, en tout cas, de ce week-end. C'était Kansas State qui se déplaçait du côté de Kansas. Alors, Kansas, autant se le dire, c'est 0 victoire, 5 défaites. Vous avez compris le niveau de l'équipe, malheureusement. Et grosse victoire, Kansas State, 55-14. À suivre, Kansas State qui avait battu notamment nos amis d'Oklahoma. Donc voilà, ne l'oublions pas, enfin nos amis pas à tous, mais ne l'oublions pas, et équipe à suivre du côté de la Big 12. Alors, si la saison s'arrêtait là, la finale de la Big 12, ça serait Kansas State, Oklahoma State, comme tout le monde l'avait prédit, bien sûr, en début de saison. Exact, ça se mérite, ça se mérite. On vous a dit de parler dessus. Cincinnati qui se déplaçait du côté des SMU, ça c'était le gros choc quand même. Cincinnati qui se sont imposés sur le score de 42-13 avec notamment un très 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 bon match de leur quarterback Desmond Ridder qui était auteur d'un touchdown à la passe et 3 touchdowns à la course, 8 portées, 179 yards quand même à la course. En fans, Shane Buechele, c'est un touchdown, une interception. Après, n'oublions pas qu'il manque le meilleur receveur des SMU, qui était Reggie Robertson, qui est blessé pour toute la saison. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous attendiez quand même une aussi grosse claque de la part de Cincinnati pour les Mustangs, contre les Mustangs? Non. Très bien. Je suis censé dire quoi après ça? Très clair, mais question simple, réponse simple, non. Je pensais pas que ça allait finir comme ça, très clairement. Après, on savait que SMU, avec leurs blessés récemment, on savait qu'ils étaient quand même sur le fil du rasoir et que l'équipe allait probablement imposer au bout d'un moment quand ils allaient rencontrer une grosse opposition. Et Cincinnati, c'est une grosse opposition. Donc voilà. Alors après, en plus, avec un quarterback qui court beaucoup, voire beaucoup trop presque. Je sais pas. Il est incroyable le match de Desmond Ridder. 8 courses, 178 yards, 179, pardon, 3 TD. Pour les matheux, là, vu que moi je suis pas bon aujourd'hui, quelqu'un peut nous faire la moyenne vite fait là? Non, mais toi qui adore les quarterbacks running back, comme tu les as. 22,4 de moyenne. Voilà, nickel.
Bon, en tout cas, Cincinnati qui reste quand même convaincant. Ils étaient Et annoncés. c'est ça, c'est ça. Ah non, c'est clair. Cincinnati, ça fait grosse impression. Prochain match, c'est contre Memphis. On en parlera à la suite. Mais hâte de voir un peu ce qu'ils vont continuer à faire. Et bon, on en parlera. Enfin, on n'en parle pas dans la course aux playoffs, mais il y Ah, bah, a. moi, je veux bien en parler dans la course des playoffs parce qu'on sait jamais qui peut se passer. Ils Ouais, sont 6e à la PayPal. Alors bon, on sait qu'ils 7e, je crois, à la PayPal, mais on sait qu'après ça va sauter puisque après c'est le comité qui prend la suite. Mais ouais, sait-on jamais dans une année un peu bizarre. Imaginons qu'ils finissent, je sais pas, au maximum, je sais plus combien de matchs ils vont jouer cette année, mais ils vont probablement jouer 3 de plus que le champion de la Pac-12. Est-ce que s'ils sont à 0 défaite et par rapport à un champion de la Pac-12 qui sera peut-être un peu plus en difficulté, je sais pas, c'est une bonne question. ça À fait, voir. ça fait 11 matchs. C'est vrai que, imaginons un Oregon en difficulté sur certains matchs et Cincinnati qui roule sur tout le monde, ça peut faire gros. Donc, c'est vrai qu'un 11 victoires, 0 défaite, ça permettrait peut-être à Cincinnati de rentrer dans le dernier carré. Mais honnêtement, même s'il Perso, rentre en playoff, Ah, perso, sous condition quand même, hein, bien sûr, hein. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de voilà. conditions. Mais moi j'ai peur que Mais ça fasse un peu comme UCF il y a quelques années, où ouais. même si ça fait saison parfaite, ça va manquer d'une victoire référence, ce que le comité adore, ce qu'on a bien vu depuis quelques SMU, c'est années. quand même top 16. Hein. Enfin, c'était 16 Bah, à la en People. vrai, va Ça falloir fait. voir, il va falloir voir le reste de la saison de SMU, parce que si SMU implose complètement, ça aura pas la même valeur, même si à l'époque il était 16e. Si SMU, je sais pas, je dis n'importe quoi, ils finissent avec une seule défaite, là effectivement ça aura de la valeur. Mais je pense que leur destin est bizarrement pas entre leurs mains, même s'ils font un 11-0. Tu vois ce que je veux dire? Après, Ouais. Cincinnati, là, ils ont, enfin, pour aller vite fait, ils ont Memphis, ils ont encore Houston à jouer, et ils ont Tulsa et UCF, et Tulsa fait une très bonne saison, donc voilà, ça peut faire une victoire un peu, peut-être pas référence, mais une victoire intéressante. Et puis Cincinnati, ils ont battu Army aussi, qui est quand même loin d'être des perdreaux de la dernière semaine, donc voilà, ils ont un CV qui est tout à fait correct. C'est ça. Très bien, on repasse du côté de l'ACC, Virginia qui se déplaçait du côté de Miami. Miami, leur seule défaite de la saison était face à Clemson, hein. Et victoire de Miami, 19-14. Virginia, très mauvaise saison, une victoire, 4 défaites. Derek King, qui a été du côté de Miami, qui a été auteur de 322 yards, un touchdown. Brennan Armstrong en face, le QB gaucher de UVA, qui a été auteur de 2 touchdowns. Pas grand-chose à redire sur ce match. C'était pas forcément ce qui avait de plus alléchant sur le papier. Ça ne l'a pas été dans la réalité non plus. Donc voilà, pas grand-chose à redire sur ce match. On passe tout de suite à Texas State. Texas State qui se déplaçait du côté de BYU. Et bien c'est pour BYU qu'on est là. Et ils se sont imposés sur le score de 52-14 avec encore un très très gros match du quarterback. Comme aime le dire Augustin, le Johnny Manziel Mormon, Zach Wilson, 4 touchdowns, 287 yards. Et Wilson qui commence à monter sur les tableaux de draft au niveau du poste QB. Vous en pensez quoi, Valentin? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui apprécies beaucoup Wilson? Bah, moi, personnellement, j'adore Wilson. Après, le petit truc qui pose problème, c'est que c'est les équipes contre qui il joue. C'est Ouais, c'est clairement. pas fou en face, hein, on va pas se mentir. Mais bon, on a bien pris des quarterbacks de Utah State juste pour des potentiels ou un mec comme Trey Lance qui sera un potentiel et qui joue à North Dakota State. Pourquoi pas prendre Zach Wilson sur les 3 premiers tours? Ça me paraît pas déconnant. Donc il a encore fait un très bon match. Je crois qu'il est sorti fin du troisième ou début du quatrième pour Baylor Romney, parce que le match était plié. Il a encore eu une super connexion avec son receveur Dax Min. Et juste un petit mot en défense pour Max Tolley, qui a été encore très bon cette semaine face à Texas State et qui a à mettre dans un petit coin de nos petits papiers. Après, je suis d'accord avec Val, ils n'ont pas joué grand monde pour l'instant, mais dans 2 semaines, ils vont jouer Boise State, et voilà, je pense que on en saura un peu plus du niveau réel des Cougars dans 2 semaines, quoi. Ah bah, clairement, de toute façon, Boys. c'est ça, hein, c'était Houston et Boise State qu'ils ont à jouer cette année. Donc Houston, c'est fait, ils les ont battus largement. Bon, bah, maintenant Boise State, et c'est vraiment le gros match de leur saison.
Très bien, eh bien on va passer tout de suite au dernier match de ce top 25, Michigan et Wolverines qui se déplaçaient du côté de Minnesota, les Golden Gophers. Minnesota qui restait sur une très très bonne saison, très prometteuse, hein, mais plusieurs joueurs partis à la draft. Et Michigan, qu'est-ce qu'on peut dire sur Michigan? On a des espoirs et plein d'espoirs depuis des saisons et des saisons. Et voilà, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre sur ce match. Eh bien, c'est une grosse victoire finalement de Michigan sur le score de 49-24. Une victoire qui a bien été mise en relief par le gros jeu au sol de Michigan avec plus de 5 touchdowns à la course et un seul à la passe. Tandis qu'en face, eh bien, pareil, c'était le jeu au sol qui a été un peu plus déterminant pour Minnesota, avec notamment leur running back, leur bon running back Mohamed Ibrahim, auteur de 26 portées, 140 yards et 2 touchdowns. Les amis, c'est un match que vous avez suivi avec attention. Moi, j'en regardais un autre en même temps. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Alors moi, personnellement, j'ai trouvé la défense de Michigan, enfin surtout le front seven et surtout deux joueurs, Kutipa et Hutchinson, très très impressionnants. Ils ont mis beaucoup de Retenez pression bien sur ces Tanner noms, hein. Morgan. Ils vont sortir à la draft dans les premiers tours, normalement. Retenez bien ces noms. Ah oui, dans les deux premiers tours, c'est sûr que ça sort. Cameron McGrone aussi, le linebacker, qui a été très bon. Malheureusement pour Tanner Morgan, c'est déjà qu'il était un peu en galère sur ce match-là. Je trouvais qu'il avait vraiment du mal à trouver ses receveurs, à bien doser ses passes, à bien viser ses receveurs. Bah, le fait d'avoir Kutipa et Hutchinson à chaque fois sur les fesses, bah, ça aide pas trop. Donc vraiment, je pense que c'est peut-être même plus la défense de Michigan qui gagne le match, même si bon, ils n'ont pas été trop inquiétés hein, en offense. Joe Milton, il fait son match, très, très game manager. Le jeu au sol a très bien marché, mais je pense que vraiment la défense a été très très forte du côté de Michigan. Les autres, quelque chose à rajouter? Je sais que vous étiez plusieurs à me regarder en même temps, vraiment. Ouais, Bat. En soi, pour moi, c'est pas vraiment une surprise. On sait que c'est des matchs que Harbaugh a l'habitude de gagner avec Michigan. Quand il s'agit il bat les équipes qui sont classées entre 10 et 25. Ou voilà, ça, c'est des matchs qu'il a l'habitude de remporter. Mais c'est passer l'étape supérieure, battre Ohio State ou battre des équipes très bien classées, où là, c'est plus compliqué. Alors, pour être tout à fait honnête, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi une raclée, hein, parce que ça l'a été, hein, mais en fait, quand on y regarde de plus près, c'est tout à fait normal. Moi, je suis un peu déçu de Minnesota, pour être tout à fait honnête. Tanner Morgan, comme disait Val, jamais dans le rythme, jamais dans le match. Enfin, c'était assez bizarre. Pourtant, Mohamed Ibrahim, lui, pour le coup, a bien couru, a bien fait le taf, mais dans les airs, c'était pas terrible. Pourtant, Bateman finit avec 101 yards, mais l'impression est pas bonne, en fait. Eh bien, très bien. Je crois que l'on a terminé avec ce top 25. On va directement passer au match de l'ACC. Désormais, enfin, on vous fait le résumé des autres matchs dans les autres conférences sans rester trop longtemps dessus. On va démarrer tout de suite avec l'ACC. Eh bien, pour les matchs qui nous restent en ACC, qui n'ont pas été présentés ou en tout cas donnés, il y a Florida State qui jouait du côté de Louisville. Et très très grosse victoire de Louisville, score 48-16. Gros match, et notamment match assez impressionnant de Malik Cunningham, le quarterback, mais aussi de Javian Hawkins, 174 yards, et Tutu Atwell, donc le trio qui s'est bien mis en valeur du côté de Louisville. Boston College, eux, recevaient Georgia Tech. Grosse victoire aussi pour Boston College, 48-27, avec notamment un bon fil à Jurkovec à la baguette, le quarterback de Boston College qu'on connaît tous désormais, l'ancien de Notre-Dame. 2 touchdowns, 0 interception. Et en face, Jeff Sims, aussi un quarterback de Georgia Tech qui s'était bien dévoilé récemment, lui de 4 étoiles, 2 touchdowns, 1 interception. Voilà, ça fait plaisir pour Boston College, pardonnez-moi, qui reste quand même sur une bonne lancée depuis le début de saison. On ne s'attendait pas à autant de victoires ou de bons matchs de la part des Eagles. Et puis finalement, voilà, ils sont là, en tout cas, ils sont là en ACC. Et c'est tout pour les SEC. On passe tout de suite à la SEC. Et la SEC, eh bien, il restait 3 matchs, pardonnez-moi. Il y a eu donc Alabama, Tennessee, mais il y a aussi d'autres matchs. Kentucky qui se déplaçait du côté de Missouri. C'est une victoire 20-10 pour Missouri, du coup. Voilà, pas grand-chose à redire sur ce match. C'était du milieu de carte, on va dire.
South Carolina qui se déplaçait du côté d'LSU dans la Death Valley et LSU se sont imposés sur le score de 52-24 avec Miles Brennan qui était absent, les gars. Miles Brennan, où il est? Il est blessé. Il est blessé, non? Ouais, bah oui. Non, mais c'était juste pour que vous le disiez, en fait. C'est pour vous faire participer, les frérots. Ok, Ah, merci, on est en mais train de je s'endormir, trouve Ah ouais, grave. Ah, mais ouais, c'est vrai qu'il est 23h51 là, et il se fait tard, hein. On veut Ouais, Warzone. Hein. ouais. Du coup, c'était quand même TJ Finlay qui était aux commandes d'LSU et TJ Finlay qui était quand même bien entouré parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait à côté de lui le duo de running back Davis Price et John Emery qui ont été auteurs d'un touchdown chacun et 135 yards et 88 yards à la course. Voilà. Et encore un gros match de Terrace Marshall, le receveur star d'LSU. 88 yards, 2 touchdowns. Voilà. Alors que du côté de South Carolina, on avait eu affaire à quelques bons joueurs récemment. Shai Smith, le receveur qui s'était démarqué lors du dernier match, a été 2 réceptions pour 68 yards. Et en défense, finalement, on attendait peut-être un petit peu plus de Jesse Horn, comme on avait dit, lui qui avait fait 2 interceptions la semaine dernière. Jesse Horn s'est pas trop mis en valeur sur ce match. Il n'y a pas grand-chose à redire. South Carolina, LSU, c'était un peu du 50-50. Voilà, pas grand-chose à redire. Auburn qui se déplaçait en revanche du côté d'Ole Miss. Valentin, comment ça s'est passé ce match Auburn-Ole Miss? Alors du coup, ça s'est pas passé très bien. Une défaite 35-28 face à Auburn. On reviendra sur mes amis les refs plus tard avec Robin. Pour faire assez simple en attaque, c'est assez compliqué, mais pour faire simple, Matt Corral, sur sa première passe, il envoie une inter. Derrière, on fait rentrer John Rispelmy, donc je me sens pas très bien. J'étais en sueur un petit peu à ce moment-là. John Rispelmy nous ramène sur les 20 yards adverses et Matt Corral reprend la suite et marque un TD. Donc je vous dis, bon, ça va, Linky Finn, il va pas me faire de dinguerie, il va pas mettre John Rispelmy jusqu'à la fin. Globalement, en fait, on est passé plus sur un jeu au sol avec des screen passes et des passes assez faciles à compléter pour Matt Corral. Matt Corral finit à 16-27 sur 27, pardon, 154 yards, 1 TD, 2 inter, dont une inter à la fin. Bref, c'est pas une inter très importante. Et du coup, notre jeu au sol qui a plutôt bien marché entre Matt Corral qui finit à 88 yards, 2 TD, Snoop Connor 75 yards et Jarion Ely 74 yards, 1 TD. Ça a plutôt bien marché. Le problème, c'est vraiment l'attaque aérienne, contrairement aux 3 premiers matchs. Parce que maintenant, les équipes ont compris comment on jouait. Ils mettent deux mecs en couverture sur Elijah Moore qui a été bloqué à 16 yards pour 5 réceptions et 1 TD. Et après, derrière, on n'a que Kenny Yeboah qui est bon, qui revient bien après son non-match de la semaine dernière. Parce que derrière, on a Dontario Drummond, Braylon Sanders et Jonathan Mingo qui sont nuls, mais vraiment nuls. Nuls, quoi, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Les tracés sont affreux. Les mecs, ils se battent pas pour aller chercher les réceptions. Enfin, au bout d'un moment, je veux bien qu'on les laisse sur le terrain, mais ils sont nuls, quoi. On a des freshmen comme, même sans parler de freshman, on a Miles Battle qui a un très gros gabarit, qui a un 6'4", qui a un 4 étoiles. On le met en défense. Mais qu'est-ce qu'il faut en défense? Il joue cornerback. On l'a mis sur Seth Williams, sur le dernier drive de Auburn, où il marque le TD. Ils sont sur une 3e et 25, je crois, ou 2e et 25, un truc comme ça. Miles Battle, il regarde l'autre bout du terrain, il laisse Seth Williams faire sa vie. Hop, premier down. Non, mais enfin, je vais pas dire à Lane Kiffin comment faire son boulot, mais à un moment, il va falloir m'expliquer les choix de joueurs sur le terrain, quoi. Parce qu'en défense, on met des joueurs qui normalement devraient jouer en attaque, et en attaque, on laisse des mecs qui sont nuls. Bon, écoutez, moi je veux bien, mais ça va être compliqué quand même cette fin de saison si on reste comme ça. Voilà, juste pour vous dire en défense, c'est Tylen Knight, notre running back qui a joué safety, Miles Battle, un receveur qui a joué cornerback. Puis il y en avait un autre, je ne sais plus c'est qui a joué aussi pendant ce match en défense. Alors que quand même, je rappelle que sur notre dernier commit, on a quand même Damon Clooney, un 4 étoiles defensive end, Mark Britt, un 4 étoiles athlète, Jackie Van Braun, un outside linebacker 4 étoiles. Enfin, je vais pas tous les faire, mais on a quand même des mecs assez bons. Lakevias Daniel, un cornerback qui était 7e sur sa position. Derek Bermudez, un safety. Enfin,
autant faire jouer des freshmen. C'est la première année de Lane Kiffin. Autant mettre des freshmen qui vont bien apprendre le système de jeu de Lane Kiffin. Et voilà, quoi. Voilà, pour faire assez simple. Et puis Bonix, pour aller un peu sur Auburn, qui fait un match plutôt correct, 23 sur 30, 238 yards, un TD, qui apprend lui aussi un nouveau système. Ça a été mieux, surtout grâce aussi à l'aide de Tank Bigsby, peut-être le meilleur freshman de cette année pour l'instant, au niveau des running backs. Et bon, après, c'est toujours à relativiser, je dis, quand une équipe joue notre défense. Très bien, et voilà, ça sera tout du coup pour la SEC. Encore une défaite d'Ole Miss qui laisse notre Valentin amer. On passe tout de suite à la Big Ten. Et bien en Big Ten, il y a eu un bon upset, j'ai envie de dire. Rutgers qui se déplaçait du côté de Michigan State avec une victoire de Rutgers 38-27. Rutgers qui a mené la plupart du temps, enfin tout le temps sur le match, mais qui menait vraiment en première période en tout cas, et puis Michigan State qui n'ont pas su faire leur retard, voilà. Et on sent que les Spartans, eh bien, ça sent la saison compliquée. Ça sent la saison compliquée. De l'autre côté, il y avait Iowa qui se déplaçait du côté de Purdue. Et bien, Purdue s'est imposé sur le score de 24-20 face aux Hawkeyes. Iowa qui était un peu dans la tourmente pendant la off-season avec des histoires de très mauvaise culture, on va dire, au sein du coaching staff et du vestiaire, et puis quelques histoires de racisme. Voilà, c'était pas beau à voir. Ils ont eu quelques joueurs qui ont décommit, et la saison commence donc mal pour eux avec cette défaite du côté de Purdue. Et le dernier match de Big Ten, eh bien, ça me concernait car c'était Maryland. J'étais très heureux de les voir, Maryland, à 1h30 du matin, se faire littéralement éclater par Northwestern. Alors, on en avait parlé la semaine dernière, on pensait que Maryland était favori. Northwestern, j'avais fait la preview en début de saison, en parlant de la Big Ten, j'avais fait la preview de Northwestern. J'avais dit qu'ils auraient peut-être une ou deux victoires grand max. Et bien, en tout cas, ils en ont une face à nous, et pas une des moindres, car c'est sur le score de 43-3 que se sont imposés les Wildcats à domicile. De notre côté, franchement, ça va pas être long. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Tolia Tagovailoa, qu'on attendait comme le Messi, était titulaire. Eh bien, il a lancé 0 touchdown pour 3 interceptions. Des passes vraiment hasardeuses. Pas précise du tout, aucune précision. Il n'y a rien à dire sur son match. Il était complètement en manque de confiance. Premier drive, c'est le seul moment où on marque les 3 points d'ailleurs. Premier drive, bon, ça va pas jusqu'au bout, mais ça se passe bien. Il est à l'aise dans sa poche, il complète des passes. On se dit, bon, ça y est, ça va le faire. Tolia, enfin, on a un quarterback. Que dalle derrière. Voilà, on se prend 3 interceptions. Je suis parti me coucher durant le 4e quart-temps. Et Lance Legendre qui a fini par rentrer. On ne savait pas si elle allait être Tagovailoa ou Legendre de titulaire. Et Legendre, c'est 4 passes complétées pour 4 tentatives, donc du 100% et 49 yards. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a nos running back freshmen qui ont joué, qui étaient parmi les 2 dans le top 35 des classes. Voilà. En face, on a eu un bon match de Peyton Ramsey, quarterback qui était à Indiana avant, qui nous a un peu fait la misère, que ce soit à la passe ou à la course. Et puis, il y a eu aussi un bon match de Paddy Fisher en défense, qu'on attendait beaucoup du côté de Northwestern pour la saison. Pas grand chose à dire. On retourne sur du Maryland qu'on connaît. Les gros commits sont censés arriver l'année prochaine. On a quand même Rakim Jarrett, le 5 étoiles, qui a joué, le receveur 5 étoiles, mais qui a, voilà, il drop une passe, il a qu'un catch en yard, mais voilà, il a aucune balle précise vers lui. Il est toujours couvert par 2 defensive backs. C'était un peu la merdouille pour Maryland. Je vais pas rester là-dessus trop longtemps. Venez me poser des questions si jamais vous avez besoin. On passe à la Big 12. La Big 12, eh bien, il restait Baylor qui se déplaçait du côté de Texas comme match. Texas-Baylor, les gars, victoire 27-16 dans ce derby texan pour Texas. Qu'est-ce que vous avez pensé? On a quand même eu le droit à un Sam Ehlinger moins fringant, on est d'accord? Un touchdown, une interception, 270 yards. Et en face, Charlie Brewer, 256 yards, 2 touchdowns, 0 interception. Baptiste? Ouais, mais Baylor, comme prévu, a perdu trop de monde à la draft, enfin, en tout cas, senior l'année dernière, et rentre dans le rang de façon un peu brutale. Voilà.
Texas reste Texas. Rien à dire là-dessus. Enfin, je veux dire, le score reflète bien la physionomie du match. Et puis voilà. Et puis là, Texas a bien rebondi. Donc, à voir sur ce week-end s'ils peuvent se relancer complètement parce qu'une victoire contre Oklahoma State et ça relance complètement dans la saison. Alors, peut-être pas pour aller gagner la Big 12, hein, mais au moins, ça lance une dynamique positive. Donc, sait-on jamais. Baylor, je pense, va être terminé très, 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 très loin, par contre. Et 2 touchdowns à la course aussi pour Ellinger, hein, faut pas l'oublier, mais Ellinger, on l'attend plus à la passe quand même en ce moment. Voilà, pour une petite précision. West Virginia qui se déplaçait du côté de Texas Tech, victoire 34-27 de la part de Texas Tech. Messieurs, avez-vous quelque chose à dire sur ce match? J'avoue que personnellement, je ne l'ai pas vu. Petite surprise, hein, quand même. On s'attendait à ce que West Virginia confirme le bon début de saison. Victoire qui fait du bien à Matt Wells, le coach de Texas Tech, qui en avait bien besoin. Voilà, ça montre que chaque match est compliqué et j'ai envie de paraphraser nos amis footeux en disant que l'important c'est les 3 points et match après match, mais c'est vrai qu'en Big 12 c'est vraiment le cas cette année, quoi. Tout le monde peut battre tout le monde, donc c'est compliqué. Et dernier match de Big 12, pas des moindres, c'est Oklahoma. Et oui, Oklahoma qui sont hors top 25, faut pas l'oublier, qui se déplaçait du côté de TCU. Victoire 33-14 d'Oklahoma, avec notamment un bon Spencer Rattler, 2 touchdowns, 0 interception, 332 yards. Bon, 13 passes complétées sur 22 tentatives, ça reste toujours un peu brouillon. On a toujours aussi TJ Pledger, qui est auteur de gros matchs, chaque fois le running back d'Oklahoma, avec 122 yards cette fois-ci et un touchdown. Voilà. Est-ce que notre ami. Et puis, gros match, oui, je serais mauvais de ne pas le dire. Très gros match d'ailleurs du receveur Marvin Mims du côté d'Oklahoma. Lui qui avait montré quand même des bons coups d'éclat ces derniers temps. 4 réceptions, 132 yards, 2 touchdowns. Robin, toujours autant de haine envers Spencer Rattler? Non, écoute, j'essaie d'être le plus objectif possible. Donc, non, il fait un bon match, il fait pas d'interception, il fait un bon petit QB rating de 93. Moi, j'ai envie de dire, le seul truc que je pourrais critiquer, c'est 13 sur 22. C'est un peu faible, mais en même temps, ça arrive. Et il est freshman, on ne lui demande pas non plus de lancer 40 fois par match. Et on le voit justement, quand il lance 40 fois par match. C'est très dur pour lui. Bon. Juste, on nous a fait la remarque, c'est vrai qu'on nous a fait la remarque qu'on ne faisait pas toujours la différence à dire true freshman et redshirt freshman. Et Rattler, on l'avait dit dans le premier épisode, on parlait vraiment de lui cette année, qu'il est redshirt freshman. Il ne faut pas oublier qu'il arrive, il connaît déjà le playbook, il a joué des morceaux de match la saison dernière, il vient pas d'arriver à la fac il y a une semaine, quoi. Voilà. C'est juste pour la petite précision. Ouais, non, enfin pour finir, j'ai pas cette semaine, j'ai pas énormément à critiquer puisqu'il a plutôt fait un bon match. Mais on va quand même, enfin la seule critique que j'ai à faire parce que je le déteste, c'est le 13 sur 22. Mais après, voilà, allons-y. Il a dit parce que je le déteste, 13 sur 22, voilà. Je déteste, je n'aime pas cet homme. Tout de suite, eh bien, on a fini sur les matchs du week-end dernier. Tout de suite, on va passer, eh bien oui, c'est la nouvelle petite rubrique, comme vous avez pu vous en douter depuis 2 semaines, au carton de la semaine, le carton rouge de la semaine de Robin. Robin, notre ami arbitre. Ouais, c'est clairement le flag de la semaine. C'est un C'est flag. Spencer Rattler, encore non, une fois. c'est pas. Alors, c'est Ole Miss. Val, il en parlait tout à l'heure en tout début de son analyse de match. Oh là 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 là, impossible de mettre ça. Enfin, il y a, pour vous faire un peu le débrief, il y a un Ole Miss punt la balle et la balle rebondit sur le genou d'un joueur de Auburn. Et là, dans le plus grand des calmes, il n'y a rien, c'est le touchback. Donc, il y a le review, il me semble. Et ensuite, c'est fait. Ah non, ça touchait pas. Alors qu'on voit clairement la balle être déviée. Et sachant que, pour rappeler la règle, si la balle est touchée, c'est une balle vivante. Donc, c'est-à-dire que c'est potentiellement récupérable par Ole Miss. Si je dis pas de bêtises, Ole Miss, ça doit être la 2e ou 3e fois qu'ils se font enfler par les arbitres. Clairement. Donc, c'est la 5e fois. Et c'est la deuxième fois très importante, quoi. C'est la 2e fois très importante parce que Ole Miss était en train de faire un comeback pour la gagne. 5e fois, vous avez fait 5 matchs, frère. T'es bizarre. Hein.
Non, mais dans la semaine dernière, il y a eu deux faits de jeu qui ont été volés par les arbitres. Mais on est d'accord C'est là-dessus. la après 5e aussi, fois on peut où il y a un aussi. problème avec les arbitres, mais c'est la deuxième fois où c'est vraiment important. Il Bah, n'y a c'est- pas qu'un problème par Oui, match, mais il y en là, a plusieurs par match. mais mais tu en parles que de ceux qui vont contre ton sens, parce qu'on peut aussi parler du kick-off return qui doit tous les jours être accordé. Oui, d'accord, mais si Alors tu que regardes tout ce qui est fait à côté, on s'en prend plein la oui, non, gueule. mais ça, je Donc, suis d'accord. bon. Oui, non, mais je suis d'accord, mais enfin, faut pas non plus Moi, commencer je pense à que crier au complot. Et enfin, ok, on vous bouffe peut-être 7 points sur celui-là, mais sur le match, Auburn s'en fait bouffer 7. Donc, enfin, il n'y a pas de. je pense que tu vois C'est. les arbitres pour le return d'Auburn, ils ont dû se dire, franchement les gars, on peut pas enfler Ole Miss tout le temps. On va leur foutre un peu un call pour eux de leur côté. Ouais, mais Euh, faut le relever, tu vois. Parce que si tu le relèves pas, t'as l'impression que toute ta vie, on te la met profond. Alors que je suis d'accord qu'il y a pas mal de calls qui sont en votre défaveur, mais il y en a quand même un ou deux qui vous sauvent pas mal, hein, parce que Ouais, d'accord. celui-là, vous êtes dans le Mais match. par rapport à ça, il y a 45 minutes, une heure, il y a notre vice-chancellor Keith Carter qui a mis un message sur Twitter qui a dit comme quoi ils ont eu plusieurs discussions avec la SEC, avec les arbitres, etc., commissionnaire de la SEC, par rapport à ces problèmes d'arbitrage, et qu'il n'en sortait rien, et que en gros, bah, fermez vos gueules et jouez contre Vanderbilt la semaine prochaine, et puis voilà, quoi. Donc c'est pas normal, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, et il n'y a pas que nous qui se faisons enfler, et comme je dis, chaque semaine, c'est de pire en pire sur les refs en NCA globalement, quoi. Et c'est pas normal, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Eh bien, très bien. Après ce flight de la semaine, on termine là-dessus d'ailleurs, sur les people, le top 25, avec le classement qui n'a pas encore réellement évolué dans le top 5, on va dire, un petit peu, mais bon, on reste à peu près sur les mêmes équipes. Clemson numéro 1, Alabama numéro 2, Ohio State numéro 3, Notre-Dame numéro 4 et Georgia numéro 5. Oklahoma State, vous êtes 6e, Cincinnati 7e, ça mérite aussi d'être dit. Pour l'instant, rien de révoltant, les amis. Non, plutôt honnête. Très bien. Non, c'est très honnête. Notre-Dame, ils ont fait un bon match, donc ils méritent d'être 4e et de ne pas passer derrière Georgia. Et du coup, je vous fais le top 20-25. Coastal Carolina 20e, 21e USC, qui n'a pas joué un match. SMU 22e. Iowa State, 3 victoires, 2 défaites, 23e. Oklahoma, qui rentre dans le classement, 24e. Et Boise State, après leur victoire face à Utah State sur le score de 42-13, qui sont 25e. Voilà, est-ce que quelque chose vous affole? Est-ce que la présence de deux équipes qui ont perdu 2 matchs et n'en ont remporté que 3 vous semble-t-elle un peu litigieuse quand même? Non, moi, ça me choque pas plus que ça. Non, avec la Pac-12 qui n'a pas encore repris, il n'y a rien qui me choque trop là-dedans. Enfin, si Je trouve ça cool de voir. Par contre, je trouve ça cool de voir comment il s'appelle. Pardon. Coastal Carolina aussi haut. Enfin, aussi au 20e, même s'ils sont invaincus. Je trouve que c'est quand même assez haut pour leur. Je me c'est demande vrai, si c'est pas un c'est des bien de meilleurs classements de voir, leur histoire. mhm. Et ça va. Même voir Marshall assez haut, Cincinnati super haut. Enfin, c'est bien. Je trouve que le groupe of five est bien représenté. Ça, c'est quand même plutôt sympa parce que bon, quand sur la saison invaincue du UCF, ils avaient attendu je ne sais combien de temps avant d'être classés dans le top 15. Là, c'est Ouais, bien mais que c'était ça sur un- soit. Et l'autre seule entrée dans ce classement aussi, c'est Indiana, hein, donc, qui ont battu Penn State à la 17e place. Penn State sont Ça, par descendus. contre, pour moi, c'est de la réaction complètement disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. Je pense pas qu'Indiana soit une équipe du top 25 et on va vite s'en rendre compte, hein. hors de facteur. Euh, Tu sais, Maryland, on a fait le top 25 la saison dernière. Hein, donc, mais après, Non, mais attends, je reste persuadé que. gagner 28 places pour Indiana, c'est énorme. Hmm. Tu vois, Je- Indiana je- mérite pas d'être dans le top 25, comme Baptiste le dit, et on aurait bien mérité avoir un Memphis ou un Liberty au moins dans le top 25. Après, ça permet aussi de justifier. Enfin, toujours pareil, j'en avais discuté, enfin, parlé la semaine dernière. C'est dit, bah oui, mais Penn State a une défaite contre une équipe du top 25. Oui, d'accord, mais mais bon, ça n'a pas vraiment de valeur. Ou, enfin bref, parfois, je me demande s'il y a pas un peu ça qui joue. Enfin, c'est comme Georgia qui n'était pas beaucoup descendu la semaine dernière, alors qu'ils ont. Enfin, moi, je trouve que leur match contre Alabama est pas extraordinaire.
Voilà, c'est des petites choses qui jouent. Pour moi, Penn State n'a pas joué comme une équipe du top 15 et Indiana n'a rien à faire dans le top 25 de toute façon. Donc, après sur la saison, ça s'équilibre, hein, comme on dit comme on dit de temps en temps. Donc je pense qu'après, on fera les comptes à la fin de la saison. Mais pour l'instant, il y a toujours pareil, au bout d'un match, on surréagit souvent, quoi. Et pour la petite anecdote, Penn State qui sont descendus de 10 places et se retrouvent 18e, juste derrière Indiana, par ironie. Voilà, c'est tout pour ce top 25, les amis. Yes. Et bien, sur ce, voilà, c'est la fin du premier épisode de la semaine. On commence à s'adapter à ce format, nous aussi, hein. En tout cas, comme d'habitude, merci de nous écouter à tous. N'hésitez pas à nous poser des questions sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Si vous avez besoin d'un peu plus de précision, il y a quelques matchs qu'on a survolés. Puis, comme vous le savez, il y a eu quelques actions un peu à conflit. Eh bien, on se dit à cette fin de semaine, à jeudi, pour la présentation du week-end qui arrive. Salut tout le monde! Salut. Salut.